Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro de votre émission à la une qui traite de ces sujets vraiment d'actualité. Suspendus il y a quelques jours, les travaux de la deuxième phase du dialogue entre les signataires de l'accord politique du 18 octobre et bien sûr les rassemblements a repris les travaux ce mardi à Kinshasa, capitale de la RDC. On décrypte ces sujets avec tous les contours. Je reçois M. Jean-Jacques Mamba, il est porte-parole du MLC, un de ces grands partis de l'opposition à RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, les évêques, en fin de compte, on a repris, appelons ça deuxième round de ces dialogues, de ces face-à-face ou des discussions directes qui se tiennent ici à Kinshasa. Les MLC, quel est votre discours ou qu'est-ce que vous amenez à ces deuxièmes face-à-face? J'aimerais être clair avec vous, avec des questions directes et claires. Qu'est-ce que vous vous demandez exactement? Écoutez, nous avons été constants, cela fait 2 ans, que nous avons engagé, je vais appeler ça un combat, en ce qui concerne le respect de la loi fondamentale qui est la Constitution. Ça, d'accord. Pour nous, ce dialogue allait servir de redite parce que nous allions venir pour répéter ce que nous disons déjà, au cas où on ne s'était pas bien fait l'entendre. Donc, c'est une valeur beaucoup plus symbolique parce que nous ne nous écartons pas de notre ligne initiale qui est de dire que lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les gens doivent prendre leurs responsabilités. En ce qui concerne la non-organisation des élections, c'est l'exécutif national qui doit prendre les siennes et qu'on devrait découpler la problématique de la non-organisation des élections avec celle du mandat du chef de l'État qui, comme vous le savez, atteint son terme le 19 décembre. Donc je pense que c'est une valeur symbolique d'aller redire des choses que nous disons depuis bientôt 24 mois. Et si nous sommes dans cette situation, c'est parce que effectivement, les gens n'ont pas suivi des avis plutôt constitutionnels, des avis plutôt logiques, que d'aller dans des combines et chaque fois discuter alors que bon, finalement, c'est un recul. Hein. Vous savez, on avait une Formule 1+4, il y a eu plusieurs tables rondes, plusieurs dialogues. Par contre, il y a le paradoxe du fait que bon, voilà, nous sommes le pays l'un des plus riches d'Afrique, avec la population la plus pauvre du monde. Donc si on doit continuer à discuter alors qu'il y a des règles du jeu qu'on doit simplement apprendre à respecter dans la durée, ben, je crois qu'on éviterait bien ce genre de choses. Est-ce que la solution pour vous, on parle comme intellectuel, même si vous êtes politique, est-ce que la solution c'est le départ de Kabila? Est-ce que la solution c'est un régime spécial? Ou quelle solution vous proposez? Non, vous savez, dans la classe politique, partout au monde, les ambitions et les préférences des gens sont encadrées par des règles. Ça, c'est vrai. Nous ne faisons pas un focus sur la personne de Kabila. Nous faisons un focus sur le respect de la Constitution qui dit, l'article 73, que le président de la République a un mandat renouvelable une fois. Voilà. Maintenant, il y a une des interprétations de cette Constitution. La Cour constitutionnelle a donné son arrêt. J'ai dernièrement suivi un retraité français qui ne fait même pas partie de la Cour constitutionnelle française et qui ne connaît même pas le droit congolais, qu'on a payé, on a sollicité ses services pour interpréter à sa manière l'article 70 et l'article 75, alors qu'il y a le 73, il y a le 220. Je veux dire que le problème dont nous souffrons est le suivant. Il y a des règles du jeu. Imaginez-vous une équipe de football où vous avez un grand joueur, excusez-moi pour ceux qui aiment Messi, à qui il est reconnu des talents exceptionnels, mais qu'à un certain moment, on dise, mais parce qu'il est tellement talentueux, il peut prendre le ballon avec la main et aller marquer. Ou le match est fini et Messi n'a pas réussi à marquer, puis on dit, écoutez, comme il y a Messi sur le terrain, on doit faire des prolongations. Pas 2 fois 15 minutes, mais on fait 2 fois 50 minutes parce que c'est Messi. Au fait, c'est ce qui se passe dans notre pays. Nous avons tellement d'intelligence, nous avons tellement d'avis contraires, qu'à un certain moment, la seule chose qui peut nous encadrer, nous départager, ce sont les lois et ce sont les textes. Et donc, si nous apprenons à nous laisser encadrer par des lois qui sont préalablement définies et acceptées par tous, je pense qu'on éviterait ce genre de scène. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous avez raison. Mais ici, il n'y aura pas élection en décembre. Et c'est déjà un fait. Vous proposez quoi? Les départs de Kabila ou un régime spécial? Là, vous n'êtes pas clair. Écoutez, nous préconisons que scrupuleusement soit suivi ce qui est dans la Constitution. Que prévoit-elle au cas où les élections ne sont pas organisées? Déjà, nous brandirons l'article 70 de la Constitution. Voilà, il dit que le chef de l'État reste en place, jusqu'à l'installation d'un président élu. Élu qui veut dire qu'il y a eu élection. Et le délai de cette élection est dans la Constitution. Et il incombe au président de la République, M. Kabila, il a incombé d'organiser les choses de telle sorte que ces élections aient lieu dans les délais. Ça fait partie de ses prérogatives. Il a même prêté serment pour le faire. Donc il a failli à sa mission. Et il y a même un article qui va plus loin pour dire ce genre de failles, ce genre de manquements peuvent constituer une
haute trahison. Parce que ça perturbe l'ordre public. Maintenant, nous sommes presque sur le point de perturber l'architecture constitutionnelle parce qu'un individu, que je respecte par ailleurs le chef de l'État, n'a pas rempli ses obligations. Donc on ne peut pas, lorsqu'une personne ne remplit pas ses obligations, lui donner un bonus. Donc nous disons que suivant cette même constitution, d'abord, il faut qu'on établisse la responsabilité du chef de l'État et de son gouvernement dans la non-organisation des élections, mais d'autre part qu'on organise, suivant encore la même constitution, un intérim, entre guillemets, par une institution qui est reconnue pour le faire, qui est le Sénat. 120 jours, mandat aussi? Oui, enfin, 120 jours, 90 jours, 120 jours, bien que ça devienne de plus en plus utopique, mais que nous soyons dans un schéma qui ne permettent pas à quelqu'un d'autre après M. Kabila, c'est-à-dire un nouveau chef de l'État qui serait élu, de s'organiser pour ne pas faire des élections et dire, bon écoutez, on va dialoguer comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un article dans la Constitution, c'est vous qui le dites toujours ici, je retiens comme chroniqueur politique, qui permet à la CENI, bien sûr, de demander à la Cour constitutionnelle si elle n'est pas capable d'organiser les élections. Donc même avec cette constitution, la CENI n'a pas on pouvait aller au-delà de 2017. Vous savez, nous avons des choses exceptionnelles dans ce pays. La CENI n'a pas qualité de saisir la Cour constitutionnelle. D'abord, elle n'a pas cette qualité. Mais elle l'a fait. Ça passe. La même Cour constitutionnelle ne respecte même pas sa loi organique, qui dit qu'il faut atteindre le quorum pour statuer. Donc, s'il y a certains membres de la Cour constitutionnelle qui estiment qu'ils n'ont pas la compétence de statuer sur une question, comment est-ce que 5 autres qui ne constituent pas la majorité statuent et puis ça passe? Donc, regardez ce qui se passe. Nous avons des grands constitutionnalistes dans ce pays. On va payer un retraité français, M. Mahus, qui ne travaille plus depuis 2012, pour qu'il raconte sa vie alors qu'il n'est spécialiste que dans le droit français encore, qui n'est pas membre de la Cour constitutionnelle. On va chercher des lobbies, du lobbying ailleurs, avec Mme McCartney, qui est aussi une retraitée. Au fait, mais il faut voir le professeur Mbata qui est ici. Nous avons des constitutionnalistes locaux qui peuvent nous aider à comprendre la question. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une majorité présidentielle qui cherche à tout prix les moyens de trouver des moyens entre, je veux dire, légaux, pour justifier que M. Kabila va rester au pouvoir au-delà du 19 décembre. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'à partir du 19 décembre, M. Kabila change de statut. Le chef de l'État devient sénateur à vie et il est protégé par les lois de ce pays. Donc toutes ces gymnastiques-là ne servent à rien parce qu'aujourd'hui... Et le vide dans ce pays, ça va se passer comment? Parce que nous sommes déjà à plus de 2 semaines d'un pays sans gouvernement, et où on voit des ministres, des missionnaires très actifs, comme s'ils avaient les mandats de l'État. Alors, c'est vide-là. Nous sommes dans un pays exceptionnel. Vous savez, en Belgique, il y avait plus ou moins 584 jours sans gouvernement. C'est parce que nous avons un pays où l'administration ne fonctionne pas. Ça aussi. Aujourd'hui, M. Kabila, le chef de l'État, peut mourir. Vous n'allez pas nous dire que, bon, on ne le souhaite pas. Que le pays doit s'arrêter. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes dans les pays à cause de la personne du chef de l'État. Ce n'est qu'un individu au service de la nation qui a reçu un mandat pour servir, qui a failli à sa mission, et on ne devrait pas ergoter ou continuer à ergoter sur son sort personnel. Voyons le sort de l'ensemble de la population qui a attendu pendant 15 ans du travail, de l'électricité. Alors je dis bien des choses vraiment élémentaires qu'elle n'a pas eues. Est-ce que nous devons discuter ou, je veux dire, transiger sur la souffrance de toute une population déçue par rapport au sort d'un individu qui est d'ailleurs protégé par la loi après son mandat? Donc ce que je suis en train de dire, que la problématique autour du chef de l'État est une problématique réglée. Il l'a si bien dit lors de son discours. Il dit: les animateurs, toutes les questions concernant les animateurs des institutions sont réglées par la loi. Donc lui, il est déjà à quelques jours de devenir sénateur à vie et la loi protège tous les sénateurs. À vous attendre parler, votre discours avec celui des animateurs du Rassemblement, vous êtes tous durs. Est-ce qu'on peut espérer une issue pacifique à l'issue Nous ne sommes pas durs, nous sommes conséquents. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus le pays que l'autre. Le MLC n'a pas le monopole d'avoir la clé magique pour sortir le pays de son gouffre. La majorité non plus, le Rassemblement non plus. Raison pour laquelle je vous dis que tout doit être encadré par des textes. Parce que dès lors que les gens doivent agir en marge des textes qui sont établis, nous allons dans ce que moi je peux appeler de l'anarchie, généralisée et peut-être même organisée. Donc nous, MLC, nous sommes très attachés à la valeur de la Constitution. D'ailleurs, pour vous parler de l'UDPS, qui avait fait un boycott, parce que cette Constitution avait été rejetée par l'UDPS en 2006. Donc nous avons appuyé cette Constitution et nous n'allons pas nous en séparer parce que nous continuerons à l'appuyer jusqu'à la fin. Pour dire que c'est un compromis politique valable, adopté à plus de 85%, et qu'aujourd'hui, tous les efforts devraient converger dans le respect et la conservation des acquis de cette Constitution. Donc je ne vois pas une autre issue parce que chacun de nous viendrait, le Rassemblement, G7, la majorité, ainsi de suite, avec des propositions
tout à fait contraires qui vont nous mettre à côté de cette constitution et on va recommencer ce travail à zéro. Je fais allusion au régime spécial. Vous saviez que nous avions 1+4 et tout ça, vous savez comment ça va fonctionner. Nous sommes demandeurs qu'il y ait des élections le plus vite possible. Pour que chacun de nous, avec son projet, présente son projet à la population, obtienne le suffrage et gère en fonction de la confiance qui lui a été attribuée au travers des urnes. Tous les raccourcis et tous les petits schémas ne nous intéressent pas. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec les chefs d'État de la CIRGL réunis il y a quelques mois ici à Luanda, en Angola, et qui demandaient un peu de patience pour vous, les gens du rassemblement et les MLC, parce qu'on voit avec la CENI, l'identification continue. Est-ce que vous ne pouvez pas accorder pour Écoutez, les biens de votre pays la même CIRGL, et j'ai suivi l'Angola encore hier, qui exigeait que M. Kabila quitte le pouvoir. Vous savez, lorsque vous avez un conglomérat, vous avez des organisations qui sont tenues par des personnes qui ne sont pas le paradigme de la démocratie. Ça veut dire que vous avez un monsieur comme Santos qui fait 35 ans au pouvoir. Et c'est normal, il a passé toute sa vie à demander aux gens d'être patients. Et puis il a modifié le mode de scrutin, c'est passé de direct en indirect. Donc le président de la République est désigné et choisi dans la majorité parlementaire. C'est comme ça que ça se passe. Et comme le MPLA est majoritaire en Angola, donc le MPLA va rester au pouvoir peut-être un siècle. Vous allez chez M. Kagame, il ne va pas dire mieux parce que lui, il a fait modifier sa constitution pour une non-limitation de mandat. Je veux dire que lorsque vous avez des personnes comme des Museveni, je ne suis pas en train d'insulter, mais je parle du paradigme de ce que peut être l'alternance. Il ne renferme pas cet exemple. Et donc, lorsque des personnes comme ça nous conseillent d'être patientes, c'est simplement parce qu'elles ont demandé à chacun de leurs concitoyens, notamment les oppositions dans leur pays, de patienter. Mais regardez la situation de l'Angola aujourd'hui. Peut-être que le Rwanda, il subsiste encore parce que, bon, c'est avec en grande partie les richesses de notre pays. Mais regardez l'Angola avec le problème du pétrole, c'est une catastrophe. Donc je veux dire qu'il y a un réel problème d'alternance, il y a un réel problème de démocratie dans ce pays-là, des droits de l'homme, c'est décrié par plusieurs organisations. Donc je ne vais pas utiliser ce genre d'exemple pour conforter l'idée selon laquelle nous devrions attendre 16 mois en dehors du mandat de chef de l'État pour qu'on organise les élections, ce qui n'est pas sûr. Mais vous finirez toujours, soit par une transition, soit un régime spécial, qui est aussi une transition. Pourquoi ne pas patienter, dialoguer comme vous le faites déjà, c'est bien, entre tous les acteurs. Cette fois-ci, il y a l'inclusivité. Regardez. Pourquoi ne pas trouver une solution définitive? Nous devons nous mettre à l'abri des mauvaises habitudes. Nous allons discuter cette fois-ci. Nous aurons un régime spécial, nous aurons des élections, il y aura un président. Ce président-là sera élu une fois, il sera peut-être réélu parce qu'il va boutiquer comme c'était fait en 2011, et à la fin de son deuxième mandat, il va revenir pour vous dire qu'on n'a pas de moyens et on va encore discuter. Au fait, dans les pays où on discute beaucoup, c'est les pays au fait qui veulent chaque fois se mettre en marge des compromis légaux. Et nous devons nous mettre à l'abri des discussions, parce que nous avons déjà discuté pour avoir une constitution qui abrite des articles. Il nous suffit de respecter les textes établis et le pays va avancer. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que présenter le dialogue comme une alternative récurrente, mais c'est quelque chose de très grave. Alors à quoi servent les textes? Si à chaque fois que des choses sont comprises, entendues, acceptées, que nous allions chaque fois discuter pour les remettre en cause, mais on va discuter pendant un siècle. Et je tiens à vous informer que lorsque vous allez à Abidjan, certains pays environnants d'Afrique noire, qui ont connu des guerres et des difficultés comme les nôtres, ils ont largement et outrageusement évolué sur le plan macroéconomique, sur le plan de l'emploi, l'encadrement des jeunes, que nous passons notre temps à Oumela, Yébela, alors que les textes sont là. Il faut les appliquer. Ah, voilà. Parlons un peu des travaux concrètement, en 2 ou 3 minutes, avant qu'on parle des sanctions de l'Union européenne et même du département des Américains aux autorités congolaises ici. Les travaux en commission, 15 délégués de part et d'autre. Le maximum, ce journal paraissant à Kinshasa, titre des commissions, pourquoi refaire? Pourquoi faire et pourquoi refaire? Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut des travaux en commission ou carrément les 30 délégués se décident de chaque élément point par point? Mais vraisemblablement, je suis dans la logique de dire qu'il faut qu'on aille rapidement vers du concret. Maintenant, je ne peux pas juger de l'organisation de ceux qui y travaillent, parce que je ne suis pas au dialogue. Ils savent comment ils s'organisent. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'il y ait un compromis qui est en phase avec la Constitution et qui nous permette d'aller aux élections très rapidement. Je crois que ça, c'est l'attente du MLC. Maintenant, la manière dont ils sont organisés, c'est eux qui voient. Mais s'ils peuvent atteindre l'objectif que nous poursuivons tous,
tant mieux. Je veux dire que, voilà, sur la manière, on va peut-être pas ergoter, mais sur le résultat, nous sommes très focus, comme je le dis, sur des résultats qui aboutiront au respect de la Constitution et à l'organisation pacifique d'élections crédibles dans des délais raisonnables. Et de la durée, 48 heures, ça sera suffisant pour la Senco. Est-ce que vous savez que dans ce pays, si vous prenez le gros problème que nous avons, c'est lequel? Ça tourne autour de la personne ou de l'institution présidence de la République. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'il y a les uns qui brandissent un arrêt de la Cour et les autres qui brandissent un régime spécial. En réalité, cette discussion-là peut se faire en 5 minutes. Vous pouvez me croire aujourd'hui. Si M. Kabila dit qu'il ne sera pas, qu'il ne va pas rester au pouvoir après le 19 décembre, vous pouvez me croire, vous pouvez me réinviter ici, le dialogue s'arrête. Les gens vont discuter techniquement sur comment est-ce qu'on organise les élections. Si vous voyez tous ces dialogues et toutes ces discussions, c'est parce qu'effectivement, il y a une équipe qui ont un champion, qui est M. Kabila Joseph Kabange, c'est leur champion, parce qu'ils lisent le livre à l'envers, hein, nous on le lit tout droit, eux ils le tournent comme ça pour le lire. Et comme c'est leur champion, leur sort est lié à leur champion, donc leur champion doit rester le plus longtemps possible. C'est comme ça que vous voyez des pancartes écrites non lucidité. Et je vois d'ailleurs sur Télé 50 des spots qui passent pour dire les autres l'ont fait. Donc on doit changer la Constitution pour que le champion reste. Ah, vous êtes là pour donner votre analyse aussi. Voilà. Et il y a une autre partie qui dit non, écoutez, le champion a échoué, il faut qu'on ait un régime spécial. Mais nous disons, les textes sont là, respectons les textes. Ça c'est bon. Vous pouvez être champion, vous pouvez ne pas l'être. Même le plus savant, le plus érudit, Obama va quitter la Maison-Blanche, il n'a pas démérité. Il quitte parce que les règles sont telles quelles. Et si un groupe d'Américains, on faisait un sondage aujourd'hui pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Obama reste, vous allez trouver des millions d'Américains qui vont demander à ce qu'Obama reste. Mais il ne pourra pas. Parce que le compromis, il est historique. Ça fait près d'un siècle qu'il faut faire 2 mandats, et puis ça s'arrête là. Donc dès qu'on va atteindre ce niveau-là... Mais vous êtes d'avis que les réalités ne sont pas les mêmes quand on parle de démocratie made USA, made in France? Oui, les réalités ne sont pas les mêmes, parce que chez nous, la démocratie, elle est personnalisée. La démocratie, c'est soutenir un homme. La démocratie n'est pas liée à un programme. La démocratie n'est pas liée à des résultats. Parce que si on doit peindre le tableau de ces 15 dernières années, je pense qu'une personne logique, hein, si c'était un logiciel, vous mettez dans un logiciel toutes les réalisations de M. Matata Pogno, de M. Mouzito, et pendant 15 ans, vous mettez dans un logiciel, il va vous dire que le résultat est négatif. Et je ne vois pas comment quelqu'un peut se dire, après tout cela, qu'il soutient les mêmes personnes. Un mot, M. Jean-Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC. L'Union européenne qui vient de sanctionner 7 responsables, je vais dire, des Congolais. Est-ce logique? Vous avez suivi la réaction rapide du ministre Lambert Mende. Est-ce rapide? Par quelle loi internationale l'Union européenne doit toujours sanctionner des pays? Écoutez, vous savez, moi je suis vraiment surpris. D'abord, de prime abord, je peux vous dire que c'est tout à fait incongru, ça vous paraît incongru, c'est tout à fait malsain, c'est incompréhensible qu'un pays ou une organisation internationale quelconque sanctionne des nationaux chez nous. C'est comme ça que la chose est présentée par M. Mende qui se réserve le droit d'attaquer ses décisions au Conseil de sécurité. Non. Si j'ai bien lu ce qu'il a écrit. Ah, c'est aussi un droit. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Le chef de l'État, un jour, s'est exclamé pour dire que 15 milliards quittaient ce pays, qu'il y avait une fraude fiscale. Un gouvernement responsable se pose 2 questions par rapport à cela. D'abord, de la substance de la sanction et du but. Pourquoi je parle de la substance de la sanction? Mais écoutez, on sanctionne pour la bonne et simple raison qu'on se dit qu'on devrait... je veux dire, il y a des éléments qui permettent de sanctionner, dont notamment des biens immobiliers, des comptes bancaires. Alors, lorsque vous prenez le salaire d'un général dans notre pays, le salaire officiel, ce salaire-là ne peut pas justifier que nos officiers aient des résidences à l'étranger. Ce salaire ne peut pas justifier qu'ils aient des comptes à l'étranger. Donc, quelque part, le gouvernement, au lieu d'aller au Conseil de sécurité, devrait collaborer avec l'Union européenne pour dire, écoutez, vous sanctionnez nos gens, vous gelez leurs biens, est-ce qu'on peut avoir la liste des biens? Et puis revenir ici au Parlement pour vérifier, mais comment avez-vous fait pour obtenir tous ces biens? Parce que le président de la République a posé la question de savoir où partaient les 15 milliards. Il a une partie de la réponse. Donc d'abord, il y a un problème de la substance. Ils ont gelé quoi? Et ce qui a été gelé a été obtenu comment? Personne ne répond à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas cette question? Maintenant, dans un Congo debout, je continue. Pourquoi que je vous pose cette question? Parce qu'à lire les noms de 7 responsables, ils sont dans les services de sécurité, renseignement, la police. Et ce n'est pas une stratégie? Non, je vais continuer. De fragiliser. Je vais continuer. J'allais continuer. Donc, dans un Congo debout,
le chef de l'État le dit tout le temps, il est tout à fait incompréhensible que des grandes personnalités de ce pays continuent à investir à l'étranger. Parce qu'on doit tous relever ce pays. Donc ces comptes-là et ces villas et ainsi de suite qui seront entre guillemets gelés devaient être dans ce pays. Maintenant, lorsque vous me parlez des sanctions, moi je ne comprends pas. Vous savez, la vie humaine, elle est sacrée. Et je sais que dans l'exercice des fonctions, notamment celle de l'ordre, donc ça veut dire la police. C'est un exercice qui est très difficile. Vous savez, des émeutes, il y en a partout. Aux États-Unis, on casse des magasins et ainsi de suite. Mais ce qui fait la différence entre ces pays-là et le nôtre, c'est que lorsque vous êtes aux États-Unis et qu'il y a une personne qui meurt, même si elle est morte injustement, il y a une enquête qui est faite. Soit le policier est condamné, soit le policier il est acquitté. Mais nous avons laissé aux Européens faire ce travail-là pour nous. Ça veut dire que nous avons eu les fosses communes, nous avons eu des gens en janvier 2015, nous avons eu dernièrement en septembre des jeunes qui sont morts, mais nous n'avons pas fait d'enquête, nous n'avons condamné personne. Parce que nous avions considéré que, entre guillemets, comme disait M. Mende, que ce sont des bandits, des casseurs, et que donc ils méritaient la mort, alors que notre code ne dit pas qu'un casseur doit mourir. Donc le chef de l'État devait d'abord commencer, en tant que chef des armées, par donner l'exemple. Il a laissé dans l'impunité tous les responsables de la chaîne du commandement qui ont occasionné ces morts, qui ont utilisé des armes létales. Ces personnes-là n'ont pas été inquiétées. Donc l'Union européenne se saisit du cas et le fait à notre place. Vous soutenez ces sanctions? En plus, je suis désolé pour ces sanctions pour deux choses. La première, elles devaient être sans objet si le Congo était debout et si ces personnes avaient leur compte ici et tous les biens ici. Ces personnes vont en Europe pour se faire soigner, donc si l'hôpital de Saint-Cantonner répondait à tous ces critères, elles n'allaient pas, ces sanctions-là, affecter toutes ces personnes. Ça les affecte parce que finalement, nous ne sommes pas dans un Congo debout. Mais ça pose aussi la question de savoir comment est-ce que des personnes qui ont un salaire entre guillemets officiel peuvent être sanctionnées au niveau international, c'est-à-dire avoir des résidences et des comptes à l'étranger. Le chef de l'État doit se poser la question parce que lui a posé la question de savoir où partent les 15 milliards. Donc, mais voilà. En tout cas, on trouvera l'étang Jean-Jacques Mamba-Gesson que vous avez la matière, mais faute de temps, on est obligé d'arrêter par là. Je suis désolé. Vous êtes porte-parole du MLC, un de ces grands partis de l'opposition à RDC. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Jean-Jacques Mamba. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, très bonne continuation sur votre chaîne Télé 50.